Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Direction l'Arizona, le 31 octobre 1890, le journal La France militaire nous donne des nouvelles diverses des États-Unis. Le fort Huachuca, dans l'Arizona, ne pouvant disposer de la place nécessaire pour loger les troupes qui devaient y tenir garnison, plusieurs compagnies vont être détachées dans une des stations fortifiées du Texas. Est-ce un fort comme on en voit dans les westerns avec la cavalerie, les hautes palissades en bois ? Un fort aujourd'hui proche de la frontière du Mexique, qui est un mur, car désormais, l'histoire des États-Unis est celle de murs. Écoutons James Baldwin. On a construit un mur entre les races, n'est-ce pas? Et pour les Blancs qui ne voient pas l'autre côté de ce mur, tout ce qu'ils voient, c'est le serviteur, le gangster, l'ivrogne, mais ils ne voient pas la vie qui passe de l'autre côté du mur. Bonjour Pauline Pérez. Bonjour. Nous allons parler de ce fort dans l'Arizona, Huachuca. Quel est-il ? J'évoquais 1890, une évocation dans la presse française de ce fort. C'est un des forts que l'on peut imaginer comme ceux qui sont dans les westerns avec des palissades en bois, la cavalerie et qui s'attaquent aux Indiens. Oui et non, c'est un fort des guerres indiennes, un fort qui a été établi pour garder les frontières de ce territoire d'Arizona qui est nouvellement conquis, et c'est un fort sur lequel l'armée a décidé de déployer ce qu'on appelle les Buffalo Soldiers, des soldats noirs, pour garder les frontières et mettre en contrôle les Indiens, et notamment les Indiens Apaches. Mais je dois dire tout de suite qu'il n'y a pas de palissade à Fort Huachuca, que ce sont des frontières métalliques qu'il y avait à l'époque. Et quand on parle de fort, on imagine quelques casernes ramassées, mais en fait, c'est comme une... Enfin, pas encore en 1890, mais à l'époque qui m'intéresse, c'est comme une ville, ce fort. Donc, c'est de très nombreux bâtiments qui ont pris d'emprise sur le désert. L'époque qui vous intéresse, Pauline Pérez, c'est la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire-là, une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945, que vous publiez au Seuil, c'est une histoire très particulière dans un monde qui est en guerre, un monde qui est ségrégué, un monde où ces Noirs sont concentrés dans ce fort. Combien de soldats ? Alors, c'est une concentration unique de soldats africains-américains en un même lieu. Il y a, en fait, 2 fois 15 000 hommes noirs qui se succèdent dans cet endroit-là sous commandement blanc, dans une configuration qui va changer pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui m'a passionnée, c'était de voir en fait comment un État qui se bat à ce moment-là contre les puissances de l'Axe, qui défend l'égalité des races, pratique en interne dans son armée le racisme institutionnel. C'est pour ça que j'ai décidé de venir dans ce lieu, qui est un lieu qui n'est pas connu de l'historiographie américaine, un lieu sur lequel aucun autre livre n'avait été écrit, et je me suis dit, je vais me rendre dans ce lieu, à la fois par les archives et physiquement, pour raconter, pour comprendre les contradictions de la politique publique de l'État fédéral en matière de race. Pauline Pérez, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 8 à Vincennes-Saint-Denis, avec ce cheminement qui vous conduit jusqu'à ce fort dans l'Arizona. Comment l'avez-vous découvert ? C'est un cheminement d'archives. En fait, ce qui m'intéressait, c'était, comme je l'ai dit, de travailler sur le racisme au sein de l'État fédéral. On a tendance à penser en France que le racisme aux États-Unis, le racisme légal, est cantonné aux États du Sud, qui ont effectivement adopté des lois dites Jim Crow et des pratiques discriminatoires après la fin de la période qu'on dit être de reconstruction. Mais l'État fédéral, à partir du début du XXe siècle, donc on est sur une chronologie assez récente, introduit du racisme en son sein, et c'est notamment à l'initiative d'un homme qu'on a tendance à associer à la démocratie, qui est nul autre que Woodrow Wilson, qui va introduire des pratiques discriminatoires et ségrégationnistes au sein des lieux d'emploi de l'État fédéral. Et l'armée est traditionnellement un lieu de conservatisme racial. Et donc, moi, je m'intéressais à cet endroit, cette institution, avec des collègues. On travaillait sur la déségrégation des hôpitaux de vétérans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, lorsque les vétérans rentrent, l'État est censé leur accorder
tous les droits qu'il accorde aux autres GIs, enfin aux autres vétérans, et on s'aperçoit que non, ces droits, et notamment des droits à une médecine de qualité, va être appliqué de manière discriminatoire. Donc on avait travaillé sur la déségrégation des hôpitaux, et puis dans cette recherche qui nous a occupés pendant plusieurs années, je tombais régulièrement sur ce nom de Huachuca, qui était à la fois très évocateur et très énigmatique pour moi, dans lequel, donc un fort, où j'ai compris au fur et à mesure, c'était pratiquer une expérience d'intégration raciale en matière médicale. Donc un hôpital où petit à petit, noirs et blancs étaient soignés côte à côte, ce qui était inédit dans un hôpital public américain au sein de l'armée. Et donc, je me suis intéressée à cet endroit et petit à petit, je l'ai littéralement pisté. D'abord dans les archives militaires et petit à petit dans des archives régionales. Et je l'ai pisté jusqu'à aller sur les lieux. Donc, littéralement à la frontière avec le Mexique, dans un lieu vraiment très reculé, à peu près à 70 km de Tucson dans le désert. 15 000 soldats, mais ça doit être absolument immense. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce fort ? Alors, ce fort existe encore aujourd'hui et il occupe encore une emprise très grande et c'est un fort sur lequel il n'y a plus apparemment tellement de soldats noirs, mais c'est un fort qui reste très sécurisé, à la fois en raison de son emplacement, et on voit régulièrement flotter autour du fort un dirigeable gigantesque qui surveille toute la frontière, en plus du mur qu'on connaît bien, qui n'est pas loin. Et c'est un fort aussi dans lequel est développé des technologies du drone ultra-moderne. Donc c'est difficile d'y entrer, et moi-même j'ai cru que je n'y arriverais pas. Et vous avez réussi. Et j'ai réussi parce que s'y trouve un musée qui raconte une histoire du fort qui est très intéressante, mais qui n'est pas du tout l'histoire de la ségrégation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une histoire de prouesses techniques, donc les développements technologiques liés aux drones, et puis aussi l'histoire du Buffalo Soldiers, donc ce soldat africain-américain volontaire qui a combattu pour une armée blanche pour soumettre en fait les Indiens Apaches de la région. Donc en fait, on commémore là-bas une forme de lutte entre minorités, pourtant toutes deux opprimées, donc les Amérindiens et les Africains américains. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est 1865. Les soldats noirs, c'est à partir de quand ? C'est dès l'abolition de l'esclavage ? Alors pendant la guerre de sécession, il y a déjà des volontaires africains-américains du Nord qui s'engagent dans l'armée de l'Union pour vaincre par eux-mêmes l'institution qu'est l'esclavage. Et puis, petit à petit, l'armée va faire de la place à un certain nombre d'unités all black, des unités exclusivement noires. La guerre de sécession. Chère mère, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne vous inquiétez pas trop pour moi. Ne pensez surtout pas que l'un d'entre nous puisse être tué, car il lève une armée d'une telle force que l'attaquer serait une folie. Les hommes du Massachusetts sont passés par ici ce matin. Que c'est imposant de voir les hommes de tous les États, de l'Est comme de l'Ouest, réunis ici, prêts à se battre pour leur pays, comme la vieille garde pour la Révolution. Avant le début de cette guerre, bien des hommes de mon régiment n'avaient jamais vu de noirs. Mais en ce moment, les routes regorgent de tous ces déshérités. Nous nous battons pour des hommes et des femmes dont la poésie reste encore à écrire, mais qui sera désormais aussi enviée et aussi renommée que toutes les autres. Dans le film Glory, en 1990, ce film d'Edward Zink, il y a ce moment où le colonel Robert Gouldshaw écrit une lettre à sa mère. On est en 1863. Il se voit confier le tout premier bataillon de soldats noirs volontaires. Les soldats noirs sont là. Mais vous avez cité, Pauline Peretz, tout à l'heure, le nom de Wilson. C'est bien le président Wilson. C'est celui de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale aussi, ces soldats noirs sont présents. Comment sont-ils perçus ? Alors avec beaucoup de méfiance, en fait une double méfiance. Les soldats noirs, pendant la Première Guerre mondiale, sont à la fois perçus comme de mauvais soldats,
manquant d'agressivité, manquant de détermination, manquant de courage, et en même temps des soldats qui potentiellement pourraient retourner leurs armes contre les commandants blancs. Et on voit bien comment ce préjugé raciste paradoxal est l'héritage en fait de la période de l'esclavage, pendant lequel l'homme noir est à la fois infériorisé au travail, est perçu comme une menace qui est une menace de violence, de prise des armes, mais aussi une violence sexuelle, et c'est un thème qui reste très présent dans l'esprit des commandants blancs qui sont issus du Sud et qui ont baigné en fait dans cette société Jim Crow dont je parlais tout à l'heure. Ouais, j'ai un souci, Pauline Perrech, parce que je vous écoute, nous parlons d'armée, mais dans l'armée il y a des grades, il y a une hiérarchie. Alors un officier noir, un officier blanc, ce qui compte, ça va être le grade, normalement. C'est le cas ? Alors, oui, en fait, il y a effectivement des officiers noirs, mais pas dans tous les corps. Et donc là, on parle de la Première Guerre mondiale. Il y a encore peu d'officiers noirs. Et puis pendant l'entre-deux-guerres, il va avoir un développement d'une théorie de l'usage des soldats noirs, et en particulier des officiers noirs, qui vont être considérés comme étant de mauvais leaders et n'ayant pas le fameux tour de main qu'il faudrait avoir pour diriger des soldats noirs. Donc les officiers noirs, à part dans certains corps, comme par exemple le corps des chaplains, les officiers religieux, vont être complètement épurés, et c'est seulement à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on va revoir s'étendre le corps des officiers noirs, et c'est d'ailleurs une des seules conquêtes en matière raciale pendant la Seconde Guerre mondiale que l'obtention par les Africains américains de l'intégration de la carrière d'officier. Donc les officiers noirs et les officiers blancs sont éduqués, font leur apprentissage dans les mêmes écoles, les uns à côté des autres, et puis une fois cette formation terminée, on les envoie dans des unités différentes. Donc des unités noires pour les noirs, des unités blanches des unités blanches ou noires pour les officiers blancs. Mais des officiers blancs qui se retrouvent à diriger des soldats noirs, ce ne sont pas des bons officiers. C'est une punition de commander des soldats noirs. Dans ce fort Huachuca dans l'Arizona pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des officiers noirs, il y en a des blancs au même grade. Est-ce que l'on peut dire qu'ils sont exactement identiques ? Et non, ils ne sont pas au même grade, car il y a une règle informelle dans l'armée qui veut que aucun homme noir puisse diriger un homme blanc. Donc on voit comment il y a une difficulté à articuler la hiérarchie militaire et la hiérarchie raciale. Alors cette articulation, elle fonctionne assez bien pour la différence entre soldats et officiers, parce que à Huachuca, tous les soldats sont des soldats noirs. Et donc, il n'y a pas de problème de coexistence raciale entre soldats. En revanche, ce qui pose problème, c'est la cohabitation, la proximité, mais aussi physique, des officiers blancs et des officiers noirs, qui certes ne sont pas au même grade, ils sont à des grades inférieurs, et ils ne peuvent pas dépasser en grade les officiers blancs, mais se pose la question de leur cohabitation dans les espaces du fort. Et ça, c'est une question qui m'a passionné de voir en fait comment la ségrégation se déploie dans un endroit, j'ai dit ça ressemble c'est la 3e ville d'Arizona pendant la guerre, donc c'est un espace très vaste, mais comment se déploie une assignation raciale des lieux dans ce fort pour que les officiers noirs et les officiers blancs ne se rencontrent pas dès lors que l'entraînement est terminé. Vous bénéficiez de sources multiples et notamment de la photographie. On voit dans votre ouvrage Une armée noire alors des moments où, lors d'un barbecue organisé par le colonel Hardy, il y a des noirs, des blancs qui sont présents. La ségrégation se concrétise comment ? On peut dire que dans ce fort, c'est à l'image de ce qui peut se passer ailleurs aux États-Unis, dans les États du Sud. Oui, en fait, l'armée va vraiment importer un régime racial issu du Sud dans ce lieu qu'est l'Arizona, qui est un État qui a été créé récemment. Il devient État, l'Arizona devient État en 1912, et progressivement s'est mis en place un régime de ségrégation raciale inspiré du Sud, mais dans l'État. Donc, quand on sort de la
la réserve militaire, on a tout de même des règles d'interaction raciale qui sont un peu plus souples. Et surtout, ce qui est difficile pour les hommes et les femmes, j'espère qu'on va en parler, qui viennent se retrouver à Huachuca, c'est que beaucoup d'entre eux ne viennent pas du Sud. Et beaucoup d'entre eux viennent de Cleveland, de Chicago et des États du Nord-Est, dans lesquels il y a certes des formes de discrimination raciale, mais il n'y a pas ces lois Jim Crow. Et donc, ils arrivent sur le fort et ils font l'expérience d'une ségrégation stricte de type sudiste qu'ils ne connaissaient pas chez eux. Ouais, c'est très fort ce que vous dites là, hein, et on imagine bien ces Africains américains venus du nord-est des États-Unis dans les grandes villes et débarquer dans ce lieu. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est aussi un lieu de rencontre et on l'oublie souvent, mais quand on parle des Africains américains, on imagine cela comme un tout. Faut bien noter qu'il y a des vécus très très différents et il y a ces rencontres dans ce fort. Oui, c'est ce qui m'a intéressée. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une micro-histoire de ce fort. C'est que dans ce fort se rencontrent donc des hommes et des femmes africaines-américaines qui viennent de tous ces lieux et qui viennent aussi de classes et de backgrounds très différents. On a les représentants de ce que W.E.B. Du Bois a appelé les Talented Tens, donc le 10e talentueux, et on retrouve ces hommes et ces femmes dans les grades d'officiers, parmi les officiers médicaux. C'est vraiment l'élite de la communauté africaine-américaine de l'époque. C'est des gens qui ont une vie bourgeoise, qui ont une éducation dans les meilleures universités, quelquefois les meilleures universités noires, mais tout de même, c'est vraiment la bourgeoisie noire. Et puis, il y a aussi des prolétaires, des gens des métayers du Sud qui n'ont jamais réussi à retravailler après la Grande Dépression, des gens qui sont dans un état de santé très détérioré et qui vont bénéficier en fait d'un soin à Huachuca qu'ils ne connaissaient pas ailleurs. Donc, on voit comment dans ce lieu, on voit la même fonction de brassage social qu'on associe traditionnellement à l'armée se reproduire pour les Africains américains. Mais de manière générale, c'est assez difficile lorsqu'on veut étudier cette histoire de trouver un lieu et un moment où on observe cette rencontre. Et je pense que c'est intéressant aussi pour contribuer au débat sur l'intersectionnalité en histoire, de montrer comment race, classe et genre également s'imbriquent et jouent les uns avec les autres sur ce fort pendant cette guerre. Oui, Pauline Perrette, micro-histoire, c'est sûr, mais pas uniquement, bien sûr, parce que la micro-histoire permet des réflexions sur des phénomènes beaucoup plus vastes, et c'est tout à fait le cas ici. Se placer à la frontière, alors frontière, on pourrait dire presque physique, parce qu'on n'est pas très loin du Mexique, mais frontière sociale et frontière raciale, en utilisant les mots de ce temps-là, ça permet de comprendre l'ensemble de la société, de manière beaucoup plus fine d'ailleurs. Oui, c'est le pari de la micro-histoire que de penser que lorsqu'on se situe au plus près des acteurs, on va entendre à la fois des paradoxes, des contradictions, des multiplicités de voix qu'on n'entendrait pas à un niveau plus macro. Et pour moi, c'était la première fois que je pratiquais la micro-histoire et j'y ai véritablement pris goût, tout en finalement faisant l'expérience aussi de la difficulté de cette micro-histoire. Parce qu'on a beau être très très près du terrain, il y a encore plein de voix qui restent inaudibles et je dirais la frustration est d'autant plus grande, mais j'ai imaginé des modes de contournement de ces silences, notamment en ayant recours à ces photos dont vous parliez tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'analyser les interactions raciales sur le fort. Et en fait, il y a très peu d'archives militaires qui en parlent. Donc, il a fallu aller chercher dans les témoignages oraux, dans des scrapbooks que beaucoup de femmes tenaient. C'est quoi ça ? Alors, les scrapbooks, ce sont comme des journaux intimes dans lesquels on fait du collage, on met des photos, des découpages de coupures de presse, exactement. Donc là, il y avait accès à une voix personnelle, mais j'en ai pas retrouvé 15 000. Et puis, il y avait ces photos sur lesquelles, de temps en temps, on voyait l'interaction noir-blanc. Mais par exemple, la photo dont vous parliez tout à l'heure, le barbecue. Du barbecue, qui est un événement organisé par le commandant du fort en 1943 pour calmer la tension, ça n'allait plus du tout. Le fort était sur le point d'exploser. À un moment où il y avait des mutineries à
travers le pays dans beaucoup d'autres forts, des forts dans lesquels s'entraînaient des Noirs et des Blancs. Eh bien, ce barbecue, il est photographié par l'armée, par les photographes de l'armée qui acceptent de montrer cette proximité entre des Africains américains et des Blancs. Donc moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est premièrement, qu'est-ce qui se passe sur le fort et deuxièmement, qu'est-ce que l'armée s'autorise à montrer à l'extérieur. Eh oui, parce que c'est vraiment cela aussi. C'est un jeu d'images et c'est très important pour l'armée des États-Unis. Je le rappelle, on est dans un contexte de guerre mondiale, de montrer la place de ces forces, cette armée noire. Je reprends le titre de votre ouvrage, Pauline Pérez. Et parmi toutes les sources, bien sûr, parfois la chance, une correspondance. De nos jours, l'entraînement n'est qu'en 2e ou 3e place dans l'ordre des considérations. En tout premier lieu vient l'accent mis sur ce qui est appelé le contrôle. Cette armée dans laquelle je sers est Jim Crow, de bout en bout. Les restrictions, les réglementations, les ordres ne sont plus des règles militaires relevant de la discipline militaire. Elles sont équivalentes aux mesures d'oppression en place dans les camps de travail. L'armée ségrégée n'a rien de commun avec une armée démocratique de libération nationale. Une lettre de James Rucker. Il écrit à sa femme, nous sommes en novembre 1943. Son analyse est très fine. Très fine, très critique aussi. J'ai eu une chance incroyable de trouver toute cette correspondance, mais il faut dire que James Rucker est quelqu'un d'assez peu représentatif. Il est communiste. Il n'y a pas que des communistes sur le fort, et il est marié à une femme qui est blanche et qui est allemande. Son frère a essayé de faire une carrière politique à Harlem. Enfin, donc c'est quelqu'un qui refuse de partager la vie collective et qui est toujours en marge. Alors ça lui permet d'avoir du temps pour écrire et pour écrire notamment à sa femme. Hélène Mulnick. Voilà, mais il est toujours en retrait et il passe beaucoup de temps à critiquer notamment tous les dispositifs de divertissement qui sont mis en œuvre sur le fort pour faire oublier aux hommes en fait l'ennui et l'humiliation qu'il leur est infligé au quotidien. Pourquoi on ne les envoie pas d'ailleurs combattre directement ? C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces vestiges de la Première Guerre mondiale ? Tout à fait. Je pense qu'on a du mal à se figurer ça de France ou même d'Europe, où en fait les troupes coloniales ont été utilisées comme de la chair à canon, pour le dire rapidement. Aux États-Unis, je l'ai dit, c'est la position inverse. C'est le scepticisme, le doute absolu à l'égard des troupes noires. Donc l'état-major va reculer autant qu'il peut refuser l'intégration de l'armée et refuser aussi des dispositifs dans lesquels les soldats noirs vont être en position de combat. Donc la plupart des soldats noirs sont intégrés dans des unités de soutien logistique ou des unités comme les 2 divisions qui sont activées à Huachuca, qui sont des unités d'infanterie. L'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est loin d'être l'arme la plus prisée. Et au départ, lorsque une division puis l'autre sont envoyées sur le fort, donc pas en même temps, mais l'une puis l'autre, l'idée qu'elles aillent combattre n'est pas évidente. Il s'agit un peu de faire semblant d'entraîner ces hommes. Et d'ailleurs, ils reçoivent des munitions très tardivement. L'équipement, l'armement qu'ils reçoivent n'est pas à jour. Et je publie dans le livre quelques photos qui montrent que jusqu'en 1942, ils s'entraînent avec des casques Brody de la Première Guerre mondiale, les chars anti-tanks arrivent très tard, enfin, ils ne sont pas équipés. Donc pendant très longtemps, on pense qu'ils n'iront pas combattre. Et puis, pendant l'année 43, je parlais de cette série d'émeutes qui a eu lieu à l'été. Les Africains américains, en particulier leurs organisations représentatives, font beaucoup de lobbying à Washington, et notamment sur la personne du président, qui est sensible au vote noir, qui est sensible à l'opinion africaine-américaine, pour obtenir l'envoi au combat. Et il y a un certain nombre de commissions qui sont créées au sein de l'état-major pour envisager comment et où envoyer les hommes. Et donc, progressivement, vont être envoyés, donc la 93e puis la 92e division vont être envoyés combattre, mais dans des modalités
très loin d'être optimales, ce sont juste certaines unités, des unités qui n'ont pas été bien entraînées, qui n'ont pas été bien équipées, et donc se passera finalement, dans le cadre ce qu'on pourrait dire une véritable prophétie autoréalisatrice, effectivement, ils vont avoir du mal à se battre. Et l'état-major largement sudiste et raciste va se servir de cet argument pour dire on ne peut pas intégrer cette armée, ces hommes-là ne savent pas se battre. Et en attendant, il faut les occuper. La couverture de votre livre, c'est justement une photographie, ces sources incroyables dont vous bénéficiez pour essayer de comprendre ce monde étonnant de ce fort dans l'Arizona où des soldats s'entraînent. C'est ça, c'est beaucoup d'entraînement. Alors c'est beaucoup d'entraînement, un peu comme sur d'autres forts, mais ce qui a été intéressant de montrer, c'est quelle est la spécificité, la dimension raciale de cet entraînement. Je pense, au vu des photos, au vu des témoignages, que l'humiliation a été plus importante sur ce fort que sur d'autres lieux d'entraînement de troupes non noires. C'est quelque chose qui est difficile à montrer parce que les archives sont fuyantes sur ces questions-là. J'ai trouvé un certain nombre d'archives de la justice militaire qui me permettent de voir qu'il y a un certain nombre de punitions, notamment des punitions corporelles qui sont données un peu rapidement ou de manière incontrôlée, que lorsque les punitions sont prises par les cours martiales, elles sont excessives par rapport aux offenses, et que si on compare le type de punition qui a été donné sur ce fort à un fort équivalent blanc, on voit que donc extrême sévérité et plus grand nombre de peines. Et ce que je dis dans le livre, qui est un argument qui n'est pas extrêmement rigoureux, mais qui me semble quand même très parlant, parmi les 3 premières peines capitales qui sont données dans l'armée, 2 leçons à l'encontre d'hommes africains-américains qui sont tous les 2 basés à Fort Huachuca, qui est un lieu in the middle of nowhere, vraiment, que personne ne connaît dans le reste de l'armée. Donc je pense que là, c'est quand même un indice très parlant de la facilité avec laquelle on punit et on humilie ces hommes. Ensuite, il y a beaucoup de récits de soldats, et notamment des témoignages oraux qui ont été recueillis dans les années 80-90 par tout un programme d'interviews des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui racontent que ils étaient laissés dans le désert très longtemps, que certains défaillaient, parce que ce lieu, qui est un lieu que moi j'ai découvert au mois d'août à un moment d'extrême chaleur, c'est un lieu où les conditions physiques et géographiques sont dures. Voilà, une extrême sécheresse et puis des chaleurs folles en été. Donc rester à attendre une inspection dans le désert pendant plusieurs heures, ça peut valoir la déshydratation, le malaise, l'envoi à l'infirmerie. Avec, c'est vrai, on l'imagine bien, tous ces exercices physiques sous cette chaleur du désert, ce n'est pas rien, faut occuper ces soldats, et pourquoi pas, quelle carrière s'ouvre pour toute l'équipe du cours de l'histoire, Jeanne Delecroix, Toscane Giudet, Jeanne Coppet, Maïwenn Guizhou, qui ont, alors, interprété, qui sont-elles, ces Wax, Pauline Pérez? Eh bien, ces femmes sont des nouvelles venues dans l'armée, et l'armée a beaucoup résisté à l'arrivée des femmes en son sein. C'est un nouveau signe de sa frilosité et de sa peur. Et ce que craignent ce que craint l'état-major, c'est que 2 choses en fait. 1, qu'elles prennent les places des hommes, et 2, qu'elles les subvertissent, qu'elles leur fassent penser à des relations sexuelles permanentes au lieu de se battre. Et donc il y a eu vraiment des combats importants, des luttes au sein de l'armée pour la création de ce corps qui était devenu nécessaire à la fois pour des raisons d'avancer en matière de genre, et également parce que l'armée est devenue une grosse bureaucratie à cette époque. Je crois si je me souviens bien, qu'il faut 15 personnes en bureau pour aller envoyer combattre quelqu'un à l'époque. Donc, ces emplois de bureau, ils étaient occupés jusque-là par des hommes, et l'idée de faire venir des femmes doit permettre de les libérer pour que les hommes, qui sont censés savoir faire preuve de force et de détermination, puissent aller faire ce qui
saurait faire le mieux. Donc ça, c'est la première raison de la création de ce corps, Women Army Corps. Et puis la seconde raison, moins dite, c'est tout de même qu'il y ait des femmes morales, des femmes que l'on peut contrôler au sein de l'armée pour qu'il y ait des partenaires sexuels à ces hommes et qu'ils restent sur le fort au lieu d'aller dans des bordels à la sortie des forts. Alors, ça, c'est des raisonnements qui valent aussi bien pour les corps de WAC blanches que pour les corps de WAC noirs. Mais la spécificité, en fait, pour ces femmes noires, c'est qu'elles ont à vaincre un autre obstacle, qui est l'obstacle du racisme au sein de l'armée. Et Huachuca est extrêmement intéressant à cet égard, c'est que c'est le premier fort qui va recevoir des WAC noirs. Et donc, il y a une forme d'éclairage monumentale autour de l'arrivée de ces femmes, une mise en scène de l'arrivée, autant par l'armée que par la presse qui va couvrir cette arrivée et qui me donne donc un point d'entrée fabuleux pour étudier en fait la proximité, la cohabitation entre les femmes et les hommes sur ce fort. Et parmi ces femmes qui arrivent à Huachuca, il y a toute une part de l'élite féminine noire de l'époque qui va arriver à des postes d'officiers. Il y a notamment une femme qui m'a beaucoup intéressée qui s'appelle Irma Caton, qui est la femme d'un grand sociologue de l'école de Chicago qui s'appelle Horace Caton et qui est en lien avec tous les intellectuels noirs de l'époque, ce que son mari appelle les racemen, donc les gens qui écrivent dans les quotidiens. Et elle va donc pouvoir écrire et raconter ce qui se passe sur le fort. Et ça a été une source incroyable. Donc il y a ce côté femme des race women, on pourrait dire. Et puis il y a aussi des femmes qui se sont engagées pour quitter leur famille, pour aller chercher de l'argent, pour échapper à l'emprise familiale, donc soit les mères, les frères, les pères, et qui écrivent beaucoup là-dessus. Donc c'est un peu paradoxal, mais pour plusieurs de ces femmes, l'expérience sur le fort, c'est une expérience d'émancipation, une expérience hyper excitante dans laquelle elles partent de chez elles et elles vont effectuer des tâches qui sont, pour certaines d'entre elles, généralement réservées aux hommes, notamment la réparation et la conduite des camions, sur lesquels il y a beaucoup de photos mises en scène très largement par l'armée. Oui, parce que il y a aussi ce petit côté laboratoire, je peux le dire ainsi. Moi, c'est le terme que j'ai eu envie d'utiliser. Donc, c'est ça, c'est un laboratoire, ouais. Laboratoire d'expériences raciales, d'expériences aussi de genre qui ne sont pas produites dans la société civile. Mais c'est un peu le propre des guerres que de produire des situations exceptionnelles dans lesquelles vont être tentées des innovations. Alors, le terme de laboratoire, il m'intéresse et il m'a interpellée et je l'ai réutilisé beaucoup parce qu'en fait, je l'ai trouvé beaucoup dans les correspondances au début et les mémos de l'armée qui disaient non, nous ne voulons pas être un laboratoire social. Et c'était une volonté qui était martelée par les plus hauts gradés de l'état-major. Et pourtant, de fait, Huachuca, en tout cas, va être vraiment un laboratoire racial. Et je le montre tout particulièrement à propos de deux endroits auxquels je consacre plusieurs chapitres. Et un des endroits qui m'a le plus intéressé, c'est ce fameux hôpital dont j'ai parlé au début. Un hôpital qui est entièrement ségrégué et qui va s'intégrer progressivement. Cet hôpital, il va falloir y aller. Vous allez nous expliquer, Pauline Pérez, combien ce lieu-là, à l'intérieur de ce fort qui lui-même est un espace exceptionnel, ce lieu-là, l'hôpital, est encore plus intéressant. Vous avez parlé des Buffalo Soldiers. Ils arrivent dans les années 1910 à Huachuca. Sous la Seconde Guerre mondiale, ce sont encore des Buffalo Soldiers? C'est comme ça qu'on les appelle globalement? Alors, on les appelle plus des Buffalo Soldiers. À l'époque, on les appelle des soldats noirs. Voilà, c'est Bob Marley, lui, qui dit Buffalo Soldiers. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Huachuca, ce fort dans le désert, dans l'Arizona, aux États-Unis, une armée noire. Avec vous, Pauline Pérez, ce lieu-là, laboratoire, nous l'avons dit, vous l'avez découvert par l'hôpital. C'est en étudiant les hôpitaux pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale que vous avez croisé cet hôpital remarquable dans ce fort. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ici ?
En fait, au départ, il y a une ségrégation d'un type exceptionnel qu'on peut qualifier de Deluxe Jim Crow. Donc Jim Crow, j'ai expliqué, c'est ce régime raciste de ségrégation raciale mis en œuvre dans les États du Sud à partir des années 1870, 1880. Et c'est une expression qui est imaginée par une historienne qui s'appelle Karen Cruz Thomas à propos notamment de la ségrégation en matière médicale. Alors pourquoi elle devient Deluxe ? C'est un terme qu'on a plutôt tendance à voir associé avec le hamburger Deluxe, mais on comprend bien, c'est un emprunt au français, donc c'est une ségrégation de type luxe. Et alors pourquoi ? Dans cet hôpital, qui est un hôpital créé pour les 15 000 hommes noirs et les officiers noirs du fort, qui est créé en 1942, on voit se mettre en place une technologie médicale de top niveau. C'est, on dirait en anglais, state of the art. C'est ce qu'il y a de meilleur à l'époque. Les meilleurs appareils, les meilleures salles d'intervention. Plus tard, on va voir arriver la pénicilline, alors qu'il y a seulement 15 hôpitaux militaires américains qui vont recevoir cette pénicilline. Donc, à la fois des installations, un dispositif médical d'excellence, et puis surtout cette équipe africaine-américaine qui va diriger l'hôpital et qui va soigner. Et ces hommes, ce sont des hommes des médecins qui viennent de la vie civile, qui ont été intégrés dans l'armée avec le grade d'officier et qui viennent vraiment de la meilleure pratique médicale noire de l'époque. Donc souvent, ce sont des hommes qui ont été formés dans des universités médicales noires. Il y en a seulement 2 à l'époque, qui ont souvent fait leur éducation en Europe, notamment en gynécologie, en psychiatrie, parce qu'ils n'avaient pas accès à ce type de formation en France, aux États-Unis, excusez-moi, et qui reviennent aux États-Unis et ouvrent soit des cliniques privées, soit ils vont avoir une clientèle dans des hôpitaux noirs. Donc ces hommes sont connus pour un talent, un savoir-faire que leurs équivalents blancs n'ont pas. Alors là, il faut un peu expliquer. À côté de ce grand hôpital noir nouveau sur le fort de Huachuca, il y a un autre hôpital qui est un hôpital plus petit qui est réservé aux blancs du fort, donc tous ces officiers blancs et puis certains civils qui vivent en frontière du fort, dans la ville une bourgade de Fry, et qui viennent quelquefois se faire soigner là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les officiers blancs qui viennent sur un fort noir sont des officiers qui sont plutôt des mauvais officiers, et c'est le cas aussi des officiers médicaux. Donc beaucoup de ces officiers médicaux blancs ne sont pas très qualifiés, ont à disposition un vieil hôpital, et donc petit à petit, on va voir la réputation des officiers noirs s'affirmer, des officiers médicaux noirs s'affirmer et se déployer dans toute la région. Et certains blancs vont vouloir se faire soigner dans l'hôpital de jour de cet hôpital noir. C'est un peu compliqué, mais il faut bien se figurer que ce ne sont pas exactement les mêmes lieux et donc il ne va pas avoir de cohabitation physique entre des patients noirs et des patients blancs. Mais ce sont des soldats noirs qui vont effectuer des gestes de soins sur des patients blancs et même des gens de milieux très différents. Alors au départ, il y a par exemple des femmes d'officiers blancs qui vont décider de se faire soigner là, et puis petit à petit, il y a des gens des bourgades alentours qui donc relativement pauvres, qui vont eux aussi accepter de se faire soigner par des officiers noirs, alors qu'on disait à l'époque que les pauvres, eux, n'accepteraient jamais de se faire soigner par des noirs, étant donné l'intensité et la prégnance des préjugés racistes. Alors, une partie de ma réflexion, ça a été de chercher à expliquer pourquoi l'intégration raciale pouvait se faire en ce lieu, donc dans la coexistence entre des corps, donc dans l'intimité et la proximité. Et puis ici, vous nous avez donné, Pauline Pérez, le choix. Il y a ces 2 hôpitaux, celui un peu décati avec des médecins blancs pas très performants, et puis le bel hôpital avec des médecins noirs. Je crois que notre choix est tout fait. Excepté le fait que c'est une unité complètement ségrégée, c'est une victoire pour la contestation de l'exclusion de médecins noirs de 2 manières. Pitié, pas ma jambe! Où est le enfant? Je vous en supplie! Non! 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 Prenez le bon, bordel de
Dieu. Non, vous en suppliez. Apporte les blots ici. Vite. Il les empêche d'être mobilisés en tant que soldats et les protège grâce à une affectation à un hôpital qui ne sera pas touché par la guerre, sauf si le pays est bombardé ou envahi. Il y a de fortes chances que les hommes n'aient pas à servir avec les forces combattantes. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Nous étions en mars 1942 avec cette lettre qui nous décrit... Alors, on voit toujours ici, on évoquait ce mot de laboratoire, il y a toujours un regard extrêmement complexe porté sur ce fort de Huachuca et particulièrement l'hôpital. C'est bizarre ce qui s'y passe, on le sent bien, hein. C'est un lieu où l'on peut observer peut-être des évolutions possibles de la société. Il y a beaucoup de méfiance aussi. Oui, mais donc la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser à ce lieu, c'est aussi que j'ai vu que pouvait y être subvertie une ségrégation qui paraissait au départ plus stricte que nulle part ailleurs. Et ces expériences de subversion, elles se font à l'initiative des soldats, à l'initiative des commandants africains-américains. Donc subversion de l'ordre racial dans l'hôpital, subversion aussi des frontières de genre. Il y a un certain nombre de relations sexuelles qui se passent sur le fort et d'attribution des rôles sociaux hommes-femmes que on ne voit pas ailleurs, et donc subversion qui est tolérée en fait par l'armée, qui voit en tous les cas par le commandant du fort, qui pense qui est un grand pragmatique et qui accepte ces évolutions et qui accepte de les couvrir au regard de sa hiérarchie. Alors il faut dire qu'on est bien loin de Washington, que les combats se passent ailleurs, que l'intensité des combats se multiplie, et que donc on est peut-être, l'armée est peut-être ailleurs, enfin intellectuellement et conceptuellement, pour penser l'évolution des questions raciales en son sein. Pourtant, vont progressivement apparaître des expériences dans d'autres lieux. En général, dans des lieux qui sont loin des États-Unis, dans des lieux qui sont loin des théâtres les plus observés, et notamment dans l'Asie-Pacifique. Et j'ai suivi un certain nombre de membres du personnel médical de l'hôpital qui vont aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée travailler dans des hôpitaux qui vont être racialement mixtes et qui vont, après avoir prouvé leur excellence à Huachuca, pouvoir soigner des non-blancs et des non-noirs, mais aussi des non-blancs dans ces lieux. Donc on voit comment, en fait, le personnel exceptionnel de Huachuca va pouvoir tenter des expériences de soins interraciales dans d'autres lieux. Et puis, si on avance dans la chronologie de la guerre, on sait qu'il y a un certain nombre d'expériences de combats interraciales qui ont été tentées, notamment en France, notamment sous la direction de Eisenhower à la toute fin de la guerre, dans lesquelles il y a des pelotons noirs qui ont été intégrés à des unités blanches. Et donc, petit à petit, l'armée se demande s'il est possible de combattre de manière intégrée. Donc, ces expériences dont je parle, elles sont des épiphénomènes, mais elles sont très observées, et il y a notamment un certain nombre d'études qui sont faites pour savoir si oui ou non les blancs qui combattent aux côtés des noirs ou les blancs qui sont soignés aux côtés des noirs acceptent cette évolution. Et dans l'ensemble, c'est plutôt des réactions très positives que le bureau d'observation et d'études qu'a créé l'armée pendant la guerre observe. Micro-histoire, vous l'avez dit, hein, mais va et vient sans cesse, hein, avec ces petites expériences ici et là, et puis des réflexions beaucoup plus larges. Mais pour le fort, c'est la même chose. Quand on vous lit, on voit bien que selon le commandant du fort, ce n'est pas la même forme de ségrégation qui est appliquée. Alors là aussi, c'est intéressant parce que la volonté d'un homme, d'un humain, a des incidences sur l'ensemble. Là, je rappelle qu'on parle de 15 000 soldats. Ça change beaucoup d'un commandant à l'autre.
Oui, en fait, des commandants des divisions. Comme je l'ai dit, il y a 2 divisions qui se succèdent. D'abord, la 93e division d'infanterie, qui a plutôt une bonne réputation parce qu'elle a bien combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, la 92e, qui est dirigée par un commandant qui s'appelle le commandant Almond, qui est quelqu'un qui est vraiment un représentant de la société sudiste raciste et qui arrive avec des méthodes de management des hommes noirs d'une sévérité et d'un niveau d'humiliation qui est inhabituel sur le fort. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est la succession des régimes raciaux. Ce que j'ai appelé régime racial, qui est à la fois l'évolution de la ségrégation spatiale, et donc la façon dont les lieux sont attribués racialement dans le fort, et puis une série d'habitudes, de règles de vie qui vont de l'adresse. Je me suis beaucoup intéressée à la façon dont un commandant va s'adresser à un inférieur africain-américain, et donc de l'adresse à l'emploi du temps, à l'organisation des chambrées. Et là encore, j'ai essayé de faire un zoom pour m'introduire au plus près de la vie des hommes. Et donc cet Almond, lui, essaie de reprendre en main un ordre racial qu'il trouve trop tolérant à l'égard des Africains-Américains. Et il va y avoir un certain nombre de dérapages, à la fois violence physique contre les hommes et réaction de ces hommes qui vont tenter la prise d'armes. Et c'est là qu'en fait une troisième autorité va intervenir, dont j'ai déjà parlé, qui est le commandant du fort, qui est quelqu'un d'assez étrange pour moi, qui vient aussi de la société sudiste, mais lui, il est en fin de carrière. C'est quelqu'un qui est là depuis le début de la guerre, qui aime ce lieu et qui essaie d'imaginer des dispositifs, alors quelquefois très surprenants, pour rendre en fait cet entraînement tolérable. Alors, quand je dis très surprenant, il va notamment créer un bordel de campagne vraiment à la lisière du fort. Ça, c'est des pratiques qu'on voit dans d'autres lieux, qui ont été étudiées par des collègues, notamment à Hawaï pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est un peu déconcertant, c'est que donc ce bordel est complètement contrôlé par l'armée. Les inspections sanitaires sont faites par l'armée, etc. Et d'ailleurs, il va y avoir une inspection diligentée de Washington pour dire non mais là il y a quelque chose qui se passe qui va pas. Mais c'était un mécanisme de régulation sociale du fort. Il va aussi s'adjoindre l'aide de businessmen noirs de Chicago pour créer un débit de boissons à l'extérieur du fort. Et là encore, complètement réglementé par l'armée. Et puis, encore plus étrange pour moi, il va imaginer une véritable programmation culturelle sur le fort pour encourager la fierté des Africains-Américains. Well, here's one that we think is going to follow right along that same line. Only this one's called Leapfrog, and here the boys are to play it for you. Leap it now, leap it, leap it. De Louis Armstrong en 1941. Vous voyez, Pauline Pérez, vous évoquiez cette activité culturelle. Louis Armstrong se rend à Huachuca. Mais ici, Louis Armstrong, noir, qui fait de la musique pour des noirs, il y a aussi toujours cette idée de cadrer l'ensemble de la société de la part de ceux qui autorisent Louis Armstrong à venir. Oui, la plupart des artistes qui vont venir à Huachuca sont des artistes noirs. Au début de la guerre, il y a la grande chanteuse Dinah Shore qui vient, puis ensuite c'est noir. Toute la programmation culturelle, artistique du Hollywood Victory Committee vient sur le fort, notamment Lena Horne, qui est cette femme métisse très pâle qui adore venir à Huachuca, notamment parce que elle va pouvoir dormir sur place, parce que se pose la question de la domiciliation
et de l'accès aux endroits pour dormir pour toutes ces stars noires jusque pendant l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc il y a en fait cette dimension de programmation artistique assez classique qu'on voit sur les autres forts et même sur les lignes de front. Les stars américaines font preuve de patriotisme et vont voir les hommes. Mais ce qui se passe à Huachuca, c'est aussi le développement d'une culture noire à l'initiative des soldats africains-américains eux-mêmes. Alors il y a un certain nombre d'artistes qui viennent, il y a des musiciens, Joe Jordan qui va composer pour les WAC, qui va composer pour la fanfare locale. Il y a un certain nombre de femmes qui sont artistes dans la vie civile et qui vont développer l'identité artistique du fort. Et puis, il y a cette énigme pour moi, l'organisation d'une exposition d'art africain-américain sur le fort, dans la maison des officiers, dans le mess des officiers, par le commandant Hardy qui se fait en quelque sorte commissaire d'exposition, de ce que l'art africain-américain a produit de plus beau pendant la fin du New Deal. Donc ce moment où l'État fédéral va commander des œuvres africaines-américaines, enfin des œuvres à des artistes africains-américains, et ces œuvres qui ont été produites plutôt à Chicago, à New York, à Washington, vont venir sur le fort où elles vont être exposées pendant plus d'1 an. Et alors pour moi, c'est une énigme que je ne m'explique pas très bien en fait. Comment un homme issu de la société sudiste en fin de carrière va avoir l'idée de donner une forme de fierté à des hommes, et en particulier c'est aux officiers qu'il s'adresse, parce que c'est à eux qu'est destinée cette exposition. Comment il va imaginer d'utiliser en fait la culture comme exutoire en fait, ou comme lieu de manifestation de la fierté noire. Et puis vous l'avez bien dit, ce sont des soldats qui sont formés et que ils vont au combat. Ça se termine aussi par le combat pour eux, mais cette fois-ci, c'est hors du fort. Merci Pauline Pérez. Non, mais vous avez bien fait de vous perdre dans l'Arizona jusqu'à ce fort. Vous parliez de micro-histoire et je crois qu'on saisit combien la micro-histoire, un fort là-bas perdu dans le désert, ça permet de comprendre l'ensemble d'une société et de manière très fine. Merci beaucoup à vous. Vous allez y retourner là-bas ? Oui, peut-être, mais je dois dire que les États-Unis en ce moment ne font pas très envie. Et maintenant, je suis plutôt sur un autre terrain, états-unien, mais dans les cimetières d'anciens esclaves qui émergent dans les villes du Sud et qui viennent poser la question de ce passé noir qui refait surface au sein des villes blanches. Ah c'est formidable, ça sera l'occasion pour vous de revenir. Avec plaisir. Merci vivement à vous, Pauline Pérez. Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les mendiants japonais furent-ils considérés comme des non-humains ? Dans l'histoire du Japon, l'époque Edo, ancien nom de Tokyo, est la période qui a commencé vers 1600 pour s'achever en 1868 avec les débuts de l'ère Meiji. Jusque dans les années 1980, au Japon, l'historiographie a privilégié une vision de la société japonaise prémoderne focalisée sur 4 grands statuts correspondant à une logique féodale. Ces travaux d'histoire sociale, fortement inspirés par le marxisme, ont le plus souvent négligé l'étude des mendiants, car ils étaient perçus comme des cas extrêmes de lumpenprolétariat, qui n'entraient pas dans le schéma rigide des rapports de classe. Mais, depuis une trentaine d'années, les recherches impulsées par le courant qu'on appelle les Subaltern Studies ont contesté ce tableau trop misérabiliste, en partant du principe que pour étudier précisément le peuple des gueux, ses conditions d'existence et sa place dans la société, il fallait tenir compte à la fois de la diversité de ses membres, de leur histoire personnelle et de leur capacité à se constituer progressivement en communauté autonome. Ces travaux ont montré que les marginaux de l'époque Edo étaient parvenus à s'insérer au sein de la structure féodale qui régnait alors au Japon. Des groupes de mendiants instaurèrent ainsi des patentes kabu, ou des territoires ba, destinés à leur assurer le droit de quêter. D'autres nouèrent des relations avec les familles de la noblesse, de la cour de Kyoto ou avec des établissements religieux.
Ces capacités de résistance ont même été mises en lumière à propos des plus déshérités des mendiants, ceux qu'on appelait alors les in-in, littéralement les non-humains. À Osaka, il semble que les premiers groupes de in-in se soient formés au sein des petits noyaux de chrétiens qui faisaient l'objet d'une forte surveillance de la part des autorités. Vivant principalement grâce aux dons et aux aumônes, les in-in d'Osaka furent regroupés au XVIIe siècle au sein de 4 ghettos, qu'on appelait les kaito, situés en lisière de la ville, ghettos où ils étaient assignés à résidence de génération en génération. Ils parvinrent néanmoins à se doter de leurs propres lois afin de s'auto-administrer. Leur droit de mendier fit l'objet de transactions, leur donnant une sorte de garantie qui leur permettait de contracter des emprunts, un peu comme les titres de propriété foncière chez les marchands. Malgré le mépris dont souffraient ces mendiants, parce qu'ils dépendaient de la charité publique, les autorités d'Osaka acceptèrent de reconnaître certaines de leurs règles communautaires, notamment pour la répartition des secteurs de la ville où les in-in pouvaient recueillir des aumônes. En contrepartie de ces droits, la communauté in-in accepta de seconder les autorités publiques. Ses membres furent chargés de la surveillance de tous les mendiants opérant à Osaka, mission qui les transforma progressivement en auxiliaires de police. Placés ainsi au dernier échelon des forces de l'ordre, les non-humains, in-in, sont devenus des relais du pouvoir, usant et abusant parfois de leur autorité pour sévir contre ceux qui étaient désormais plus marginaux qu'eux. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par la belle équipe du cours de l'histoire, une émission à retrouver, il faut le dire, sur la chaîne YouTube France Culture, oui, parce que désormais, sur cette chaîne YouTube, il y a des podcasts, et puis évidemment l'émission à retrouver, à écouter sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.